Chers amis de Bévrovision, on est heureux de recevoir aujourd'hui Serge Siméon, notre maire du Cateau, président de l'Interco. Serge, merci d'être sur le plateau. Alors, on va essayer de faire un point sur l'actualité, sur la vie, évidemment. Mais pour commencer, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en ville, comme quoi vous étiez souffrant. Et est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, tout d'abord, je suis bien content de retrouver les studios de Bévrovision et ce contact avec les Catésiennes et Catésiens. Effectivement, j'ai passé un mois de mai-juin à cheval sur les deux, un peu difficile, où j'ai eu une inflammation dentaire assez poussée sur 2 molaires. J'ai dû me les faire arracher dans un contexte un peu délicat. Vous savez, les dents, ça fait beaucoup plus souffrir que lorsqu'on n'a pas cette douleur, on ne s'en rend pas compte. Et puis, suite à ça, j'ai une tentative d'un appareil qui a été instable, qui m'a emmené sur l'impossibilité de me nourrir normalement. Pour vous avouer, je mangeais que de la soupe le soir. Bien entendu, tout ça fait que j'ai retrouvé une perte de poids en conséquence, qui était assez significative, 16 kilos en moins. Et j'ai continué mon activité professionnelle. Et suite à ça aussi, j'ai eu un impact sur ma thyroïde. Mais aujourd'hui, c'est rétabli. Et au moment de la Saint-Mathieu, 3e événement, je me suis chopé un lumbago, comme ça arrive à beaucoup de gens. Voilà. Mais aujourd'hui, je remercie celles et ceux qui m'ont envoyé des messages de sympathie. Vous savez, les messages de sympathie, c'est pas uniquement par la parole, c'est quelquefois un sourire, un geste pour faire comprendre qui me soutenait. Après, quelques-uns prédisaient déjà un avenir funeste pour moi-même et ma famille. Cela, je les ignore toujours dans ma vie politique. Bon, c'est vrai que le problème de thyroïde, il faut savoir doser. C'est ça. J'avais reçu un traitement médicamenteux et j'ai pas d'opération de la thyroïde, puisque c'était un accident de parcours. Et le premier était pas adapté à mon poids à l'époque, et donc il a été mal dosé, donc j'ai dû retourner une 2e fois, mais vous perdez facilement 15 à 30 jours pour redoser. Mais là, ça va, j'ai tout retrouvé. C'est reparti. Ah oui, c'est déjà bien reparti depuis septembre, quoi. Alors, comment se portent les finances de la commune ? C'est compliqué, les finances de la commune. Elles se portent bien à l'instant T aujourd'hui. Vous savez, il y a 2 grandes sections. Il y a les dépenses d'exploitation, les dépenses d'investissement. Actuellement, elles sont saines, il n'y a pas de souci. On a un excédent qui va être diminué, puisqu'on ne fait pas depuis 6 ans, on n'a pas fait de recours à l'emprunt, alors qu'on fait des travaux conséquents. On a des subventions qui sont décalées, je pense notamment à l'abbatiale, avec les 3 fois 600 000 € de la DRAC, il y a encore un décalage. Mais ce qui est inquiétant, c'est le projet de loi de finances qui est en discussion à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Le Premier ministre a décidé de faire 5 milliards d'euros d'économies sur les collectivités locales. Quand on dit ça, quelles sont les mesures que la loi de finances veut mettre en place? C'est tout simple, on va nous taxer sur nos charges patronales. Nous payons des pourcentages sur les salaires que nous versons à nos salariés titulaires de la fonction publique. On a un taux de mémoire qui est à 31,5, on va rajouter 4 points en 2025, donc ça fera 35,5, 4 points en 2026, etc., pour arriver à 43,5. Mais ça, une fois qu'on dit ça, pour les gens, c'est pas du concret. Le concret, c'est que les dépenses de personnel, même si on restait statu quo, vont augmenter de 370 000 €. C'est énorme. Alors, c'est énorme. Il faudra qu'on maîtrise bien encore plus nos dépenses de personnel. Là où on avait prévu des recrutements, eh ben, on va devoir restreindre. Et ça, c'est ce que les gens ils ne perçoivent pas dans la gestion des collectivités locales. C'est-à-dire qu'il faut être de plus en plus attaché aux finances publiques pour bien gérer. Parce que la volonté de l'équipe, et on l'a démontré, c'est de ne pas toucher au seul levier qu'on pourrait faire, c'est la taxe foncière. Et vous avez vu que cette année, on l'a diminué. Et dans les strates, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, dans les strates des communes de 5 000 à 10 000, on a un des taux les plus bas à 39% de foncier, même si les gens croient toujours que les impôts locaux sont très élevés au Cateau, qu'ils vont voir des villes comparables avec des équipements comparables. Il ne faut pas oublier que
On a 4 grands groupes scolaires, qu'on a un grand palais des sports, un second palais des sports, une médiathèque, des services techniques, des services à la personne, le CCAS. Et on a 12 agents qui s'occupent des personnes âgées. Alors tout ça avec une vie associative dense, c'est-à-dire qu'on craint pour l'avenir. Bon, on fera face, on a toujours fait face au Cateau, mais on sera obligé soit de ralentir les politiques d'investissement à l'avenir, soit d'optimiser encore plus la gestion en interne. C'est ce qu'on fait depuis 3 ans avec des travaux conséquents pour diminuer les factures d'électricité et autres. Mais pour les collectivités locales, ça va être compliqué. Très très compliqué. En plus, en pourparlers actuellement, c'est qu'on veut nous faire payer les cotisations URSSAF. Et puis une subtilité du gouvernement de M. Barnier. Vous savez, quand on fait des travaux, comme chez les particuliers, il y a un taux de TVA de 20%. Le FCTVA. Le FCTVA. On pouvait percevoir le retour pour les communes, c'est 2 ans après. Donc c'est-à-dire que vous payez TTC, et au lieu de 20%, l'État nous rétrocédait 16,4%. 2 ans après. 2 ans après pour les communes. Pour l'agglo, c'est 1 an après. Mais là, par contre, il va descendre à 14,8. Donc c'est une moins-value de recettes qui, on a fait un schéma qui, pour l'exercice de cette année, 2023, va être à peu près de 100 000 euros de recettes en moins. Alors quand on fait des plans pluriannuels d'investissement, c'est ce qu'on fait, on ne lance pas des investissements sans voir le bien fondé, les modalités d'équilibre et de financement, eh ben, il faudra tenir compte de ça. Mais bon, après, vous savez, les élus sont des gens qui ne se plaignent pas toujours, hein, c'est la population qui se plaint pour des baisses de services, baisses de ci, baisses de là, mais je peux comprendre. Mais ils se tournent vers le maire, quoi. Alors vous avez des sénateurs, des députés qui votent des lois en disant que les communes peuvent baisser ci, peuvent baisser là. Bah oui, mais c'est pas eux qui financent la réalité de terrain. Puis je pense que la taxe d'habitation qui a été supprimée, certes, c'est un plus pour le citoyen, mais en réalité, le citoyen, il devrait regarder que payer la taxe d'habitation, c'est reconnaître un peu l'action de sa ville. Mais en contrepartie, l'État a augmenté tout ce qui est fiscalité indirecte. Hein, tout a augmenté. C'est pas dit qu'ils ne le remettront pas en... Ouais, ils ne le remettront plus, non, parce que ça serait trop impopulaire. Mais moi, je pense qu'on aurait pu laisser payer les gens un tout petit peu pour qu'ils aient une appartenance à la politique des communes et aux services publics qu'on défend. Vous parliez de vos services. Malheureusement, il y a eu un décès important, hein, M. Barré. Est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un pour le remplacer ? Oui, M. Barré qui était directeur général des services. Oui, qui était quelqu'un de très bien, qui avait été embauché en mémoire en 1988 par René Ledieu sur le volet des marchés publics. Petit à petit, avec les DGS, que ce soit avec Jean-Claude Marchandise, puis après avec Manu Chabaillé, on l'a formé dans d'autres secteurs que les marchés. Et donc, depuis 2008, il était directeur général de service. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a des liens étroits entre le maire et le directeur général de service. C'était, je dirais, c'était un compagnon et on a travaillé dans l'intérêt de la ville pour aller chercher des subventions, pour manager aussi le personnel. Donc, j'ai publié la vacance de poste parce que je respecte les décès des gens en septembre. J'ai eu beaucoup de candidatures, je m'en suis entretenu avec 5-6, et là j'ai arrêté vendredi mon choix, donc un nouveau DGS arrivera à la ville du Cateau, certainement, puisque le délai est 3 mois avant qu'il quitte là où il est en fonction, hein. Ça sera pour fin janvier. Mais là je vous tiendrai au courant, aujourd'hui c'est un scoop que je vous dis, mais je ne vous dirai pas d'où il vient. On va parler un petit peu des travaux structurants au niveau du Cateau. Alors l'abbatiale, évidemment. Hein, ça fait plus de 3 ans qu'on est en route. 5 millions d'euros. Oui, mais ça sera peut-être un peu plus. Bon. Toujours. L'abbatiale, oui. Ben, c'est un bâtiment classé historique. Ouais. Hein. On a eu de la chance, on a pris un bon bureau d'études, on a des bonnes entreprises, charpente, sculpture, tout ça. Donc, on espère, actuellement en phase de travaux, on espère qu'elle sera terminée pour fin 2025. Il nous restera après, aujourd'hui il y a une grosse grue qui est dans la cour de l'abbatiale. Il nous restera après à faire les vitraux. Mais les vitraux, on va les faire en 2 temps.
pour des raisons à la fois de laisser ouverte l'abbatiale après, pendant qu'on fait les vitraux. Alors les vitraux, c'est des petits vitraux qu'il faut démonter, il faut remettre tout autour et les réaliser. On en a à peu près pour 700 000 euros. Bon, moi, d'ici là, je dépose à la région une demande de subvention pour avoir au moins 300 000 euros. Mais il faut que l'abbatiale soit belle, qu'elle soit terminée. Ça sera du 2026, voire du 2027, mais on aura réussi, après avoir fait l'hôtel de ville le mandat précédent, à faire l'abbatiale. Et puis je pense que le patrimoine, il est formidable au Cateau. On a une ville qui est très riche. Il faut faire des thématiques. Et peut-être que plus tard, il y aura une autre thématique qui arrivera en ville. Mais l'abbatiale, je pense que c'était le chantier qu'il fallait faire après l'hôtel de ville. Je pense aussi. L'école Curie, pareil, en travaux. Alors, en travaux, on est parti sur un coût d'objectif à peu près de 2 millions. On arrive aujourd'hui à 2 800 000. Alors, je compte les frais d'honoraires, bureaux d'études et autres. Et puis, on a eu, là aussi, on a dû faire face à des bureaux d'études un peu compliqués. Vous savez, on a dû creuser des fondations alors que c'est en plein pied, à 3,50 m de profondeur. C'est l'administration à la française dans la plus grande bêtise qu'il existe. C'est-à-dire que je pourrais construire 4-5 étages au lieu que ça soit simple en plein pied. Avec des coûts et automatiquement qui augmentent. 320 000 euros déjà de surcoût pour faire des fondations de cette nature. Alors c'est vrai que le terrain de Curie s'y prête un peu. Oui, il y a eu des effondrements dans le passé. Des effondrements, mais après, là où on reconstruit dans l'école Curie, le principal, c'est que ce dossier, on le mène à bien. Puis j'ai beaucoup de chance, c'est Olivier Descamps qui pilote ce projet. Donc l'école sera faite, il n'y a pas de souci. Alors on arrive à 2,8 millions, mais il nous reste une autre phase, c'est l'aménagement après la démolition de l'école actuelle, l'aménagement de l'aire d'étang pour les enfants, où on veut lui donner un rendez-vous avec l'écologie, la nature et autres. Voilà. Mais c'est en route. Dans le même état d'esprit, on vient de choisir un bureau d'études pour le parc d'arbres Chico Mendes qui est tout au bout, oui, avec une passerelle. Ça aussi, c'est pour montrer qu'on va attaquer après le quartier vert de Schweitzer. Mais ça, on doit le réaliser en 2025. Sur la place, l'ancien Logimob, il a été détruit. À l'origine, de mémoire, on devait construire un immeuble à usage locatif. Oui, on devait faire des appartements. On avait le promoteur, c'était de mémoire entre 16 ou 17 appartements, ça dépendait de la taille. J'avais réussi à convaincre l'architecte des bâtiments de France, qui m'avait donné son accord avec le promoteur sur un projet déterminé. Le département a décidé de faire une entrée pour la sécurité des élèves qui viennent au musée Matisse par le petit pont sur le côté. Dès lors, ce projet n'était plus viable en termes économiques, puisqu'on frappait d'alignement la continuité de la pharmacie, mais on pouvait faire que 5-6 appartements. Donc dès lors, on est en train de réaménager une placette où il y aura des arbres, des bancs, un petit square. Un petit square, mais avec des jets d'eau, quoi, pour rappeler à la fois la rivière La Selle, la grande fontaine qui est sur la place. Voilà. Donc ça, c'est bien, c'est un embellissement. Et de l'autre côté, vous avez le salon Chaque Coiffure qui refait sa façade. Donc, en rentrant en ville, on aura une autre image positive. Encore des travaux rue de Landrecy. La démolition de toute cette friche. Oui, alors c'est une friche qui remonte à 6-7 ans. C'était un dossier complexe pour l'acquisition des éléments qui composaient cette friche. Parce qu'il y avait plusieurs propriétaires. Il y avait plusieurs propriétaires, dont un qui avait un garage qui résidait en Allemagne. Après, vous avez un ancien dentiste d'origine belge qui mettait des voitures. Il y a eu un contrôle fiscal. Il a fallu qu'un liquidateur soit nommé, il a fallu négocier pour devenir propriétaire, et vous aviez une autre propriété qui était, on a dû rechercher parce que le monsieur qui était propriétaire, qui malheureusement est décédé, avait une fille en Angleterre. Donc ça a traîné. Ça a été très long. Après, je l'ai fait rentrer dans les petites villes de demain sur des projets financiers. L'année dernière, l'État, par le sous-préfet de l'époque, m'avait refusé ce projet.
Bon, je me suis battu. Moi, quand on me pousse dehors, je rentre par la fenêtre. Et on a obtenu avec le nouveau préfet et monsieur le sous-préfet actuel des financements à hauteur à peu près de 220 000. Alors là aussi, on a eu quelques surprises malgré la qualité du bureau d'études, de la présence d'amiante. Il y avait une verrière, vous savez, et il y avait de l'amiante dedans. Bon, aujourd'hui, tout est rasé. On attend maintenant, quoi ? Des fouilles archéologiques, on est prescrit. Au Cateau, tout est fait de fouilles archéologiques. Alors c'est bien l'archéologie, moi je suis historien, c'est bien. Mais c'est facile quand c'est les communes qui payent le service d'archéologie. Hein, ça coûte combien à peu près? Oh bah là on va sortir 150 000, 200 000 euros, quoi. Mais c'est bien l'archéologie. Mais bon, l'État devrait financer aussi ses services. Alors c'est nous qui payons les fonctionnaires d'État à faire les fouilles. Bon, on l'a eu à Langevin, on l'a un peu partout. Et puis là, c'est vrai que dans l'histoire, à la médiathèque, on a vu que c'était une porte d'entrée du Cateau. Là, je le reconnais. Bon, je ne critique pas quand c'est fondé. Mais ça va être encore des coûts. Alors après, pour pouvoir démolir, on est dans le cadre de la loi ZAN, c'est zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire protéger les terres agricoles et reconstruire à l'intérieur des villes soit des pans d'activité économique, soit du logement, soit de la naturation. Et là, l'ABF nous a imposé de reconstruire des logements. Donc on va bien voir, on aura encore beaucoup de discussions avec l'ABF, je suis en réunion à la mi-novembre avec elle pour voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Et par rapport aux remparts, parce qu'ils sont en train d'y toucher là actuellement. Pour elle, c'est pas le premier intérêt. Donc on va tout démolir et c'est de reconstruire. Son intérêt premier, c'est son choix. Vous savez, les ABF, c'est aussi puissant que des juges. Hein. Donc, vous l'avez connu dans votre jeunesse, il y a un peu plus de 20 ans, avec la brasserie, hein, rappelez-vous. Voilà, donc on avance, on verra bien. Je reste prudent là-dessus, sur le devenir. J'écoute les catéchiens qui me disent qu'il faut mieux mettre des espaces verts, mais si l'ABF ne veut pas, mais maintenant il faudra qu'elle finance un peu plus, dès lors que l'État finance de moins en moins. Mais généralement, ils interviennent, mais c'est toujours la commune qui paye. Ah, toujours. Ils imposent, ils font des recommandations, des réserves, ils imposent tout. C'est comme à Logimob, là, ils ont été mis au pied du mur. La piscine. Oui. Or, même si c'est l'intercommunalité qui intervient également, mais donc il y a eu des gros travaux pendant les vacances. Pendant les vacances, on a dû la fermer. D'une part, on est obligé maintenant, une fois par an, de nettoyer la piscine. On en a profité. Et on a fait beaucoup de travaux sur le sol. Et c'est vrai que le rendu est d'énorme qualité. Donc la piscine, elle a déjà presque 10 ans, quoi. Alors on a fait, puisque la garantie décennale n'était pas tombée, on a mis en demeure la société qui avait fait le revêtement de sol, et là on a tout rechangé, et c'est magnifique. Et moi je félicite Joseph Modarelli pour suivre ce dossier en qualité de vice-président de l'AGLO, en charge de la gestion des 2 piscines. Donc en gros, c'est un peu plus de 250 000 euros, et l'entreprise, on a fait jouer la clause d'assurance 100 000 euros. Quoi. Voilà. Mais il fallait le faire. La piscine, vous savez, je dis souvent aux catéchiens, il faut regarder ce qu'on a. Hein? Et après, on peut comparer avec ailleurs. Grâce à l'AGLO, on a une piscine pour 7 000 habitants. Grâce à l'AGLO, nos enfants peuvent aller à la piscine. Oui, de monter dans un bus, d'aller à Solesmes. Si on prend tout en charge. Après, c'est un coût. On sait bien que ce service est déficitaire. Et puis, vous avez des catésiens qui adorent nager. Moi, on m'a dit que je faisais ça, c'était pour moi à l'origine. Alors, je n'ai pas la passion de la natation. Hein. J'ai plutôt la passion au football, au rugby. Mais voilà, donc c'est un plus en termes d'image de la ville, quoi. Par contre, pourquoi avoir fait les travaux pendant les grandes vacances ? Ça a été critiqué. Ça a été critiqué, oui, mais il faut bien comprendre que continuer pendant la période scolaire, les enfants n'ont plus leur cycle de formation, puisqu'on conduit, je crois, des enfants de CM1, CM2, on était obligé de couper avec l'éducation nationale. Alors, il fallait faire un choix
Bon, on a resserré un peu, on a mordu un peu sur la rentrée de septembre, le temps que les écoles se mettent en route. Alors, il n'y a jamais de bon moment pour faire des travaux, hein. Mais il fallait aussi avoir l'accord de l'entreprise, parce que c'est de plus en plus compliqué, les plannings que les entreprises respectent. Donc, je peux comprendre hein, là-dessus qu'il y a eu de la gêne, c'est tout à fait normal, mais aujourd'hui, on voit le résultat. Rappelez-vous, l'aménagement de la place, ça a duré un bout de temps. Tout à fait. Mais après, on voit le résultat. Je crois qu'il faut... En France, il n'y a plus de patience en France. Il faut aller vite et tout le monde pense que ça va vite à faire quelque chose. Non, il y a des délais, il y a des phases à respecter. Le marché aux bestiaux, pareil, quelque chose de très important. Maintenant, je crois qu'il est de plus en plus reconnu. Arras étant fermé, Valenciennes. Charleville-Mézières va fermer aussi. C'est le dernier marché aux bestiaux des Hauts-de-France. Donc comment ça fonctionne ? Alors, il y a 2 associations d'éleveurs. Vous allez me dire pourquoi 2 ? Parce qu'il y a un marché du jeudi et les autres marchés de la semaine. J'ai confié les bâtiments. La ville reste propriétaire de l'ensemble des bâtiments. Et eux, ils ont leur budget à faire tourner. Ils encaissent les droits de place vis-à-vis des autres éleveurs. Ils équilibrent bien leur budget. Ils savent que c'est leur dernière chance. Donc, ils font tout pour réussir. Alors, une association, c'est Monsieur Laine Nestor, qui est connu à Cambrai. Et l'autre association, c'est aussi un marchand de bêtes, Camille de Seine, qui est très connu, avec en support toute la famille Aignaux. Donc, ils font des manifestations tous les jours de la semaine, puisque les petits veaux, malgré la fièvre catarrhane qui vient d'arriver, le marché du lundi a diminué, mais sinon, ils fonctionnent très bien, et puis ils font des concours, et ça donne une image de la ville. Alors, je répète, la ville est propriétaire. La ville ne touche pas de CVAE, c'est-à-dire l'ancienne taxe professionnelle, puisque c'est le monde agricole, et on ne peut pas taxer cette activité. C'est une image de la ville. J'ai resté fidèle à l'histoire de la ville du Cateau. Quand mon collègue d'Arras m'avait appelé pour me dire qu'il fermait le sien, je lui ai dit, nous, on va essayer de tenir. On tiendra jusqu'à ce que les comptes soient bien équilibrés. Mais il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas bien équilibrés. Et là, on va venir dans des compensations financières, mais c'est assez compliqué. À partir de la zone des Quatre-Vaux, on va venir aider la poste de clôture, une barrière canadienne. Vous savez, les animaux, il faut qu'il y ait un trou pour pas qu'il y ait un taux de fuite. Mais le marché, monsieur le sous-préfet, au dernier concours. Le concours du 7 décembre, certainement, monsieur le préfet viendra, c'est pas encore confirmé. Voilà, donc c'est aussi une vitrine, c'est aussi un trésor de la ville pour moi, au même titre que le musée Matisse, si vous voulez qu'on en parle, ou que des cascadeurs, ou que le centre David Hockey aussi, on en parle beaucoup, pas beaucoup, mais qui fonctionne bien. Alors juste à côté, la salle d'exposition rurale. Oui, ah ben là, c'est une bonne idée que nous avons partagée avec l'ensemble des élus. Il nous manquait une salle à développement écologique, il n'y a pas de chauffage, parce que les coûts, c'est du chauffage. Et puis on a fait un règlement intérieur avec Mathieu Daouane, et on s'est dit, on met à disposition cette salle. On ne touche pas de loyer, et c'est l'organisateur qui s'occupe de ça. Donc on a eu des manifestations de qualité, on a commencé par les fleurs, après on est passé par des tatoueurs, par les métiers, les professionnalismes que nos parents, nos mères font, et puis là... à la mi-novembre, c'est sur les oiseaux, le canari. Après, il y en aura beaucoup d'autres qui vont arriver. On essaye de faire 8 manifestations par an. Joseph va s'occuper d'un salon du livre en juin. Les tatoueurs vont revenir. Voilà, c'est atypique, c'est vendre un territoire. Et on pense à faire un salon de la bière, mais il faut qu'on trouve un promoteur. Donc, alors, c'est pas la Vivat sera là, mais il faut trouver un promoteur qui porte le projet. Et c'est une salle d'exposition remarquable. C'est remarquable. Alors, les subventions, c'est là où je dis, je ne peux pas laisser faire tout et n'importe quoi dans cette salle. Les subventions, c'était pour valoriser les produits du terroir. J'ai demandé à l'association Pêche aussi, et la chasse aussi, de faire un week-end pêche ou chasse dans l'année. Et de
valoriser avec des professionnels cela. Donc on a eu des subventions du département, de la région pour cette salle. Donc il faut que je respecte le cadre légal. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez évidemment du musée Matisse. L'ouverture, c'est pour demain. C'est pour demain. En venant ici, j'ai vu le grand décompte J-, je ne sais plus combien c'est. C'est une chance inouïe qui rouvre, même s'il y a eu un report de délai pour travaux, puisque ça avait été fermé en mai, je crois, il y a 2 ans. Donc, officiellement, il rouvre. L'inauguration, c'est le vendredi 22, mais pour le public, ça sera à partir du samedi 23 novembre. Il faut savoir que avec Sylvie Claire, on a défendu l'idée de laisser la gratuité pour tous les catésiennes et catésiens, comme c'était écrit dans le premier traité. Avec la volonté de Matisse. Avec la volonté de Matisse. Voilà, et pour tout le monde, c'est gratuit pendant une semaine, les nouvelles salles d'exposition. Alors, c'est un chantier qui fait un peu plus de 11 millions d'euros. C'est énorme. C'est quand même énorme, pour la ville du Gâteau, pour 7000 habitants. Mais ce que je dis toujours, il y a d'abord les salariés qui y travaillent. C'est quand même de l'emploi. Je ne sais pas combien ils sont, peut-être une trentaine. Ils font vivre le commerce local, les visiteurs. Là, tout le monde attend. Jamais oublier, les commerçants attendent. Et je comprends parfaitement le mécontentement de certains restaurateurs. Et puis, ça donne une image positive de la ville. Et c'est ça, maintenant. La société se véhicule par des images. Et là, c'est une excellente image. Et vous allez voir des œuvres, certaines étaient en sous-sol, donc d'autres seront prêtées, exceptionnelles. On a une chance exceptionnelle. Et puis les enfants des écoles vont participer. Donc il faut espérer que les gens qui nous regardent aillent au moins, parce que je sais qu'il y a des catésiens qui n'y ont jamais été. Non, il faut qu'ils y aillent à partir du 23 et qu'ils en profitent. Il ne faut pas venir le 22, il y a trop de monde, il y a des discours. On n'apprécie pas les œuvres, je le dis franchement, mais bon, il faut faire une inauguration. Alors restons dans le domaine privé. Vous en parliez également, Campus Univers Cascade. C'est un projet extraordinaire qui a abouti il y a quelques années et qui continue à évoluer. C'est une perle pour la ville. D'une part, il faut replacer le débat. La MFR, c'est la formation de jeunes tournés vers le monde agricole. Il y a à peu près 320 jeunes qui viennent de partout, différents métiers, différents diplômes, et qui réussissent en général 90% à trouver du boulot à la sortie. Et puis Alexis et puis le président Encar avec Luc Adolphus ont créé ce campus univers de Cascade. Alors en gros, globalement, pendant 40 semaines, c'est les élèves et 12 semaines, c'est les cascadeurs. En général, à une session de cascadeurs, ça tourne entre 85 et 90. Donc ils occupent pendant ce temps-là, mais ils payent l'hôtellerie, la restauration, le coucher et tout ça. Ils viennent avec un train spécial que j'ai arrivé à faire mettre en place par la région de Paris. Mais ça vient du monde entier, les cascadeurs. Il n'y a pas que des gens du Nord, au contraire. Et maintenant, ils sont reconnus pour le cinéma, bien sûr, parce qu'il y a des acteurs. La doublure du dernier film de Luc Besson était une femme, elle vient du Cascade. Et après, pour tous les centres d'attraction. Et vous avez vu, il y a eu un reportage, dans l'émission Reportage de TF1, tout à fait, sur un jeune qui était d'origine belge. Et il faut toujours aller plus. Donc il y a eu 7 tours. 7 tours, c'était une des ambitions de Luc Adolphus. 27 mètres de haut. Oui, 27 mètres. Bon, moi j'avais 21, mais bon. Mais on ne saute pas à 27 mètres. C'est impressionnant. Bon, j'aurais bien voulu sauter, mais il y a des consignes de sécurité. Donc on peut pas. On va refuser. Bon, non, mais je comprends. Mais c'est impressionnant. Et puis à côté de ça, la MFR va reconstruire un nouvel amphi pour les cascadeurs, pour les cours, mais aussi un nouvel internat. Alors c'est une grosse enveloppe d'un peu plus de 4 millions d'euros. J'ai arrivé avec la région à apporter 946 000 euros. Il reste encore 1 million d'euros. Donc avec monsieur le préfet, lors de sa visite, il a été impressionné.
Il va nous mettre en relation son directeur général des services, le SGAR, qui est une vocation économique, avec PPI France qui prête de l'argent à des taux intéressants. Donc on va y travailler là. Puis c'est bien pour l'image de la ville, c'est une caisse de résonance énorme. Et aussi derrière, il y aura plus d'enseignants, il y aura plus de jeunes qui viendront, ça fait vivre l'économie locale. Et puis sincèrement, je reconnais, j'ai toujours dit, hein, quand j'ai entendu parler de ça, je me dis on va au Cateau, puis finalement tout s'est mis ensemble grâce à la dynamique du président et du directeur à faire quelque chose de bien, quoi. Et quelle image pour la ville. Vous savez, quand je vais à Cambrai, à Valenciennes ou à Lille, on me parle des cascadeurs. Bien sûr. Hein, ça va être de plus en plus. Campus mondial au Cateau, et ça arrive chez nous. Alors, il faut mieux que ça arrive chez nous qu'ailleurs, il faut toujours... On est bien d'accord. Si on reste un petit peu avec les jeunes, vacances plurielles. Vacances plurielles, c'est une perle, monsieur Villain. Je le dis aussi, pour les enfants, d'une part, les gens, ils oublient que dans une ville de 7000 habitants, on prend les enfants pendant les petites vacances, les grandes vacances, on leur fait faire des voyages. Ils sont occupés avec un organisme que dirige monsieur Verbelaine, qui est efficient, qui a du personnel diplômé, qu'ils ont racheté les haras, qui continuent à aménager. Ouais. Et en plus, là, on avait un problème, les parents disaient qu'on avait un problème de garderie le mercredi. Vous savez, maintenant c'est à la mode, on fait la garderie le mercredi. Et avec Philippe, avec Guy plutôt, et avec Guy, on a monté une garderie le mercredi matin, soit deux matinées après-midi, soit toute la journée. Bon, on est en prémisse de démarrage, il y a à peu près 20 enfants le mercredi, quoi. Donc c'est un plus. Et puis le cadre, oui, puis le cadre, il est formidable. La nature est derrière, avec la Selle, vous connaissez bien, pas loin de l'ancien moulin, et tout ça, c'est une nature magnifique. Alors il fait ses travaux, avec ses moyens, ses rentrées, et les aides que plusieurs partenaires peuvent lui apporter. D'ailleurs, on a une réunion là-dessus, pour encore intensifier le projet de VPL. Il ne travaille pas que pour le Cateau, il travaille aussi pour d'autres communes du Catésie-Cauterécie. Si on reste encore avec les jeunes, il y a une chose importante qui a été mise en place, c'est l'aide au permis. Oui. Aussi bien, on va parler peut-être pour commencer au niveau de la commune, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes ? Nous, on propose aux jeunes de 17 à 25 ans de financer l'aide au permis en versant cette somme à l'auto-école de conduite. On verse quand même 500 €, hein. On estime à 1 500 € un permis. Après, l'agglo est venu dans le projet de territoire et met 300 €. Donc on arrive déjà à 800. Pour peu que le jeune soit en apprentissage, la région va venir financer. Donc c'est un atout pour l'avenir, pour les jeunes, parce qu'on sait qu'on en est conscient quand on est élu. Le problème, c'est un problème de mobilité pour notre jeunesse. Donc, on vit à la campagne, c'est bien, mais à des sans véhicule, c'est impossible. Sans véhicule, c'est pas possible. Et à un moment de la vie, il faut savoir se déplacer pour trouver du job ou suivre les études. Donc, c'est un rude coup de pouce. Il n'y a pas beaucoup de communes de 7000 qui participent à 500 €. C'est quoi les conditions ? 17 ans minimum ? Oui, 17, oui, parce que maintenant, on peut passer le code de 17 et on fait à peu près comme à l'agglo 25. On verse directement, nous, à l'auto-école. À l'agglo, c'était beaucoup plus complexe. Et puis, il y a un entretien, puisqu'on travaille avec la mission locale qui nous suit et qui fait un bon boulot. En contrepartie, on demande quelques heures pour entretenir le cimetière à ces jeunes-là, qu'ils acceptent et qui tournent bien. Avec Nathalie Pinero, ils font du bon boulot. Voilà. Alors, encore une autre aide, mais tournée vers les commerces. Oui, alors... Ça, c'est au niveau de l'agglo, essentiellement. Ou est-ce qu'au niveau de la ville, vous allez le mettre en place ? D'abord, il y a l'aide de la ville, où on participe pendant 3 mois à 500 € de loyer par mois. Pour les nouveaux. Oui, pour les nouveaux qu'on peut rebondir l'année suivante. Donc ça, c'est sur 3 mois. Et celui qui achète un fonds de commerce, on verse 1 500 € tout de suite. Au niveau de l'agglo intervient sur les investissements quand vous reprenez un fonds de commerce sur les travaux. Alors, c'est pas... ou que vous voulez embellir ou agrandir, attention, hein. Alors, c'est pas neutre, hein, parce qu'au dernier conseil communautaire, je crois qu'on a versé 4-5 subventions pour la ville du Cateau.
Alors, si vous les avez en mémoire, Ouais, il y a l'opticien Chris qui a fait une super réalisation. J'ai été à l'inauguration, c'est magnifique. Et il a retrouvé dans les archives cartésiennes qui sont très bien tenues à la médiathèque l'histoire d'avant, de façade continue, la salle des coffres. avec le coffre ouvert mais qui est vide. Ouvert, et puis qu'on voit, oui, il est vide. Je pense que vos amis cartésiens sont déjà passés par là, de l'historique. Et puis, le magasin, il est formidable. C'était une ancienne banque, ça a été passé en mémoire avec Monsieur Valère qui tenait un commerce de haute qualité. Donc là, ils ont eu des subventions de l'agglo assez conséquentes. La charcuterie fossée. La charcuterie fossée, et puis les gens peuvent le voir. Tout la façade commerciale est rénovée. Et c'est de la qualité, à la fois dans les produits, mais aussi dans la formule de présentation. Et c'est ça qu'il faut pour être commerçant, il faut savoir se renouveler. Après, allez-y, on en a d'autres. Il y a également l'hôtel des Digues. L'hôtel des Digues, qui continue les travaux, ça se voit pas. Non, ça parce que ça fait longtemps que c'est fermé. Normalement, je reçois le patron et je pense qu'il va plus trop tarder à ouvrir, peut-être. Qu'est-ce que ça va devenir? Un restaurant traditionnel de l'hôtel des Digues. Ça sera un restaurant, mais plutôt tendance couscous et tout ça, pour pas entrer avec les autres. Et puis certainement un peu de viande rouge. Et puis il y aura 4 ou 5 chambres, pas plus. Et le dernier, le toiletteur. Le toiletteur, c'est une jeune dame qui a eu une subvention. Et puis le dernier, c'est David Hockey aussi, sur ses locaux. Donc voilà, alors ça peut être 5 000, 10 000, plus, voilà, mais c'est quand même un petit coup de pouce non négligeable quand vous déposez un dossier. Et ça, c'est l'aide économique tournée vers les commerçants, les PME. Après, il y a des aides économiques plus importantes vis-à-vis des entreprises où la région peut intervenir si la communauté d'agglo valide. Voilà, donc ça arrive aussi. Finalement, une note d'espoir quand même pour l'avenir? Oui, j'ai beaucoup de notes d'espoir. Vous savez, il faut avoir la confiance. Mais je dis aux cartésiens, c'est comme à tout Français, on ne peut pas avoir tout de suite. Je pense qu'on a un État qui a répondu trop vite aux exigences de tout le monde en ne prenant pas en compte les impacts financiers. Et on voit le résultat aujourd'hui, malheureusement. Il faut savoir aussi doser ses efforts et savoir que c'est de l'argent public et à un moment donné, il y a un prix à payer. On risque d'avoir une décote importante de nos cotations sur le marché international, un endettement très fort. Moi, je refuse l'endettement très fort pour la commune. Donc, il faut que je trouve à chaque fois des subterfuges, il faut que je trouve des plans pluriannuels d'investissement en équation et que je prends toujours ça en compte et que je ne lâche pas. Mais il y a toujours de l'espoir dans une ville qui est bien gérée. Et puis surtout, aux gens, il faut dire que le maire ne peut pas tout faire, il n'a pas tous les pouvoirs, bien au contraire, il est contrôlé dans son action par le sous-préfet, par la procureure, ça varie. Et puis par les gens, par les citoyens, je dirais simplement aux cartésiens, des incivilités, on en a beaucoup de trop, comme ailleurs. Hein. Quand je fais des réunions, que je vois des gens, on parle toujours des crottes de chien. Vous avez entendu aujourd'hui mon collègue de Saint-Omer, il va rechercher l'ADN des chiens, je ne sais pas où on va. Après, vous allez taxer des gens qui ne sont pas solvables, donc ça ne finira pas, et pourtant c'est un copain à moi. Mais je veux dire, on est dans un monde d'incivilité, l'être humain est loin d'être parfait, l'être humain a ses dérives. Bon, la vitesse en centre-ville, c'est un facteur réel, mais alors est-ce qu'on interdit la voiture en centre-ville? Bon, je pense que 50 à l'heure pour moi c'est correct. Après, il y a des gens qui sortent toujours du cadre. Et ces gens-là, il faudrait qu'ils soient verbalisés plus fort et quitte à aller plus loin dans les restrictions de la liberté. Hein. Des gens qui ont des chiens qui promènent, il faut rappeler que les trottoirs sont publics, ils peuvent les laisser dans la cour ou aller se balader en forêt avec leurs chiens, quoi. Voilà. Après, c'est la ville, mais on n'est pas non plus, comme on voit un peu partout, de l'agression dans le métro, dans le RER, des coups de couteau, voilà. Le Cateau vit bien, si on supprimait PFM Télé et iTélé, ça serait bien, on pourrait discuter plus
plus ensemble. Donc heureusement qu'il y a Befrovision là. Heureusement qu'il y a Befrovision, qui a un très bon vecteur de télécommunications. Dernière question, 2026, ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous commencez à penser aux prochaines élections municipales ou pas du tout? Alors, je vais vous surprendre. Je l'ai dit une fois, je ne me rase pas le matin pour savoir ce que je vais faire. Mais quand même. 2026, il faut d'abord dire que les élections auront certainement lieu en juin, puisque les dernières ont eu lieu en mars, mais le second tour, pour celles et ceux qui avaient un second tour, a été reporté en mai. Donc, normalement, c'est en juin 2026. On va bien voir si l'Assemblée nationale tient au bout d'un an, s'il n'est pas dissoute, ça peut encore changer beaucoup de choses. Et puis, sincèrement, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt, on est à 18 mois, j'ai rien fixé, quoi, c'est tout. Sincèrement, non, j'y pense Mais pas. avouez que c'est une passion quand même. Ah, c'est une passion. Et puis derrière, ce qui est passionnant, c'est l'agglo, quoi, quand même. Hein, l'agglo, on est 46 maires. Si on sort la zone des Cadevaux, on va la sortir. Hein, je vais dire un petit mot. C'est parce que c'est l'agglo qui a financé. Pour l'instant, on est à plus de 4 millions d'euros pour 20 hectares. Hein. C'est pas neutre. Hein. Avec l'acquisition, les agriculteurs qui ont été expropriés par décision de justice peuvent se plaindre, mais je rendrai public les sommes versées. C'est mon pouvoir. Et puis, les travaux d'aménagement, on va les commencer, quoi. Là, pour revenir sur la zone des Cadevaux, parce que tout le monde m'interpelle, c'est lent, c'est long, mais ils ont raison, les gens. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on vit dans une administration à la française. Dernière en date, c'était le 22 octobre. Je suis allé à une commission départementale sur la transition écologique et j'ai eu affaire à 30 personnes, vous êtes en plein milieu, vous défendez votre projet, alors le projet il est comme ça, et puis il vous pose des questions sur des thématiques qu'on fournit les bureaux d'études, la loi sur l'eau, etc., la faune, la flore, la sonorisation, pourquoi on a choisi là, pourquoi on ne peut pas reconstruire des anciennes zones industrielles, mais je n'avais pas 20 hectares en ancienne zone industrielle. On a eu un échange qui a duré un peu plus d'1 heure et demie, et puis je suis sorti avec un avis favorable, unanime de la commission. Donc maintenant, le temps que ça soit frappé, ça va chez le sous-préfet, et j'attends que M. le préfet signe cet arrêté de la zone des Cadevaux. Après, nous, on va enclencher tout de suite, on lance des consultations pour faire 2 grands bassins de récupération d'eau en cas obligatoire, c'est normal, une pseudo-voirie pour accéder à l'intérieur, et on négociera avec des entreprises. Mais bon, moi j'ai confiance là-dessus, même si la période est difficile pour les entreprises, mais j'ai confiance, il faut prendre le temps au temps, mais on trouvera là facilement 250-300 emplois, mais je ne veux pas jouer une carte avec des Chinois ou des Coréens. Moi, les batteries électriques, je pense qu'on en fait beaucoup de trop dans les Hauts-de-France. Bon, j'en ai eu des contacts, hein. Alors il faut rester prudent, parce que quand vous demandez des renseignements à Paris, à Bercy, on voit bien que ces sociétés peuvent bouger du jour au lendemain, quoi. Donc il faut être prudent, et puis est-ce que ça correspond à la ville du Cateau? Je ne le pense pas. Je vous l'ai toujours dit, et je le répète, tant que je suis à la mairie et à l'agglo, il n'y aura pas de zone commerciale. Pourtant, j'ai une grosse proposition qui était des plus intéressantes, une zone commerciale. Bon, j'estime qu'on a beaucoup de supermarchés au Cateau qui tournent bien. Voilà, et il y aura peut-être encore un peu d'évolution. J'ai refusé de la logistique, parce que la logistique, c'est beaucoup de camions, de poids lourds. Bon, il y a l'aérodrome à Cambrai qui satisfait bien ces choses-là, mais il y a très peu d'emplois. Consommer l'hectare et pas beaucoup d'emplois. Donc voilà, on y travaille avec sérénité, et puis une fois que ça construit, on attire encore plus après. Donc c'est ça, puisque les hectares vont se faire rares avec la Loisanne. Et vous avez des pistes très sérieuses? Oui, très sérieuses, il n'y a pas de souci. Donc vous pensez que les prochaines entreprises pourraient s'installer autour de quelle période? D'abord, il faut que M. le préfet signe avant la fin de cette année. Nous, il faut qu'on fasse nos aménagements qu'on doit faire, parce que après, les entreprises vont déposer leurs permis de construire, qui vont être ciblés par la DTM, c'est un service de l'État, si c'est conforme au schéma intérieur. Bon, j'espère que fin de dernier trimestre 2025, on verra commencer à sortir de terre, mais après, ça s'enchaîne. Bon, j'ai déjà
aussi d'excellents contacts avec la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, du Grand Hénaut, qui veulent construire, eux, des bâtiments qui géreront eux-mêmes à la location. Donc on y discute, vous voyez, puis j'ai des entreprises avec qui je discute. Mais une fois que... J'ai confiance parce qu'une fois que c'est engagé, ça va aller de l'avant. Et ça peut aller très vite. Après, il y a des normes dans la construction où il faut respecter. Il faut que je remodifie un peu l'enquête publique sur le plus, mais bon, la machine est en route, c'est bien. Tous les points sont positifs. Il n'y a plus beaucoup de points positifs en développement économique, excepté des projets super structurants comme le canal Seine-Nord ou le Dunkerquois. Vous savez, ça coûte de plus en plus cher, parce qu'on dit faire venir des entreprises, mais quand vous voyez le prix de l'hectare à acheter, les entretiens, les travaux, heureusement que l'agglo nous aide, mais c'est normal. Moi, j'ai aidé la zone de Caudry qui est remplie complètement, et il fallait remplir la zone de Caudry avant de s'attaquer au Cateau. Maintenant, c'est le Cateau, la zone des Cateaux, qui devient prioritaire. On ne peut pas être partout à la fois, ou sinon les gens vont râler. Comme c'est le cas, et c'est normal que le foncier augmente, les taxes augmentent, mais il faut savoir avoir les capacités financières. Mais à l'agglo, on a des capacités aussi financières, on l'a bien redressé avec les collègues et les services administratifs. Donc, des notes de confiance, des notes d'espoir, voilà. Et puis, même si le monde est difficile, il faut croire en soi, en ses idées. Et puis le plus important, c'est qu'il faut servir sa population et aider la population qui est en difficulté, que ce soit des retraités, des plus jeunes, et puis le monde qui nous entoure. C'est un peu tout et n'importe quoi, notre société. Elle a perdu ses points de repère, on le voit bien au niveau politique, mais on le voit bien dans les comportements de la population, dans notre cité de Matisse qu'on aime bien, quoi. Tout à fait. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont intéressé nos auditeurs. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, Bruno, à Cécile et à Claude d'être derrière les caméras. J'ai eu un moment de plaisir, comme d'habitude, en venant ici, et puis à discuter avec les catésiennes, catésiens. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir.